Bonsoir tout le monde. L'ASPAD, docteur, Madame la professeure Mariam Polel Ndiaye, l'ensemble du personnel de l'ASPAD. C'est un honneur et un plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui ici au niveau de l'Université Gaston Berger. J'ai eu les frissons quand je suis entré encore à 15 ans. Bon, ça fait 15 ans. Qu'on appelle théâtre. Et depuis lors, mon emploi du temps ne me permet plus de revenir à l'UGB. Mais c'est une fierté et un honneur de me retrouver aujourd'hui ici au niveau de l'Université Gaston Berger. De l'ASPAD, soyez rassurés que les mots que vous avez adressés à l'encontre du haut commandant de la gendarmerie nationale seront transmis avec et en retour, je dirais aussi que la gendarmerie a engagé à pour le chemin à répondre de toutes les situations comme c'est pouvoir vraiment rapprocher davantage la population. Merci beaucoup. Donc le thème que je vais animer est un peu différent prédécesseurs. Je vais parler un peu de la dimension technique et infrastructurelle de la sécurisation des données au sein des forces de défense. Donc, je ne vous promets pas que je vais pas prononcer des jargons techniques, mais je vais essayer. Donc, si vous voyez à l'écran, il est marqué chef d'escadron. Et on m'appelle comment? Donc, c'est la subtilité au niveau des grades. Grade, c'est chef d'escadron, mais l'appellation, c'est commandant. Donc, c'est un thème vraiment qui est pertinent et qui arrive vraiment à terme. Madame Paulel l'a rappelé tout à l'heure, on est confronté aujourd'hui à des attaques cyber qui visent nos infrastructures critiques. Aujourd'hui, nos forces de défense et de sécurité, nous devons être des remparts pour pouvoir protéger la nation face à ces cyberattaques. Donc, le plan que je vous propose, d'abord, je vais parler contexte, la gendarmerie à l'ère numérique. Ensuite, je vais parler des typologies de données quotidiennement par la gendarmerie. Après, je parlerai de l'architecture de sécurisation en 5 couches qui est devenue un modèle que toutes les institutions doivent mettre en place pour pouvoir avoir une infrastructure sécurisée. Et après cela, je parlerai du cas pratique au niveau de la gendarmerie avec les 3 structures qui constituent le socle de la transformation numérique de la gendarmerie. Je vais parler du centre de lutte des criminalités numériques, centre des systèmes d'information de la gendarmerie, enfin du centre de cybersécurité de la gendarmerie que je commande actuellement. J'ai eu la chance de commander ces 3 unités, commencer par le centre des criminalités numériques en 2016 et en 2019 a commandé le centre des systèmes d'information et maintenant je commande le centre de sécurité. Et enfin, avant dernier lieu, je parlerai des défis et souveraineté numérique pour finir avec les obligations légales et tensions pratiques, doctrine et perspective. Donc, la gendarmerie nationale traite une quantité énorme de données quotidiennes. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Ces données sont sensibles et la compromission de ces données ou bien la fuite de ces données peuvent amener à des problèmes de sécurité nationale. Parce que c'est des données opérationnelles qui, si se retrouvaient sur la place publique, peuvent compromettre la sécurité nationale, mais également aussi c'est des données personnelles qui ne peuvent pas se retrouver sur cette place. Je l'ai rappelé tout à l'heure, les 3 structures qui constituent le pilier opérationnel de la gendarmerie dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Ensuite, ces données, je peux parler de renseignements opérationnels, données biométriques, d'enquête judiciaire, communication radiochiffrée,
coordonnées, des rapports de terrain, des procès-verbaux, des fichiers de renseignement criminel, il y en a beaucoup. Je ne peux pas tous les citer, mais on va voir en détail les données qui sont traitées de façon quotidienne au niveau de la gendarmerie nationale. Donc, concernant la typologie des données, nous avons les données administratives et opérationnelles. Donc, c'est des données qui sont classifiées. Donc, il y a les données qui sont, on peut dire, publiques, des données à diffusion restreinte, des données confidentielles, des données secrètes, à secret défense. Mais ces données peuvent être les plans d'opération qui sont produits lors de certains événements. Par exemple, quand il y a le Magal de Touba, la gendarmerie met en place un plan d'opération pour un peu aiguillonner les différentes unités qui vont intervenir pour assurer la sécurisation de cet événement. Donc, c'est des dossiers qui ne peuvent pas se retrouver vraiment n'importe où. C'est des dossiers qui sont classés confidentiels et qui doivent être à tout prix protégés. Il y a aussi le maillage sécuritaire des unités de la gendarmerie. Tout à l'heure, le commissaire Diouf a parlé du GARCI qui est déployé au niveau de la frange Est, sécuriser nos frontières. Donc, il y a 2 unités GARCI qui sont là-bas, mais les emplacements de ces unités peuvent être connus par les Sénégalais, mais il y a des données qui sont un peu plus secrètes qu'on ne peut pas communiquer à ce niveau. On peut juste donner de façon superficielle l'emplacement de ces unités, mais on ne peut pas aller en profondeur pour donner la composition et comment les unités sont prédispositionnées sur le terrain. Il y a aussi le dossier du personnel. Ça aussi, c'est des dossiers qui sont sensibles, qui concernent le personnel de la gendarmerie, notamment les données financières, les données, les carnets de santé. Il y a beaucoup de données personnelles qui sont traitées quotidiennement et ces données doivent être aussi protégées. Il y a les données RH. Concernant l'autre catégorie de données, c'est les données biométriques, les empreintes, les empreintes palmaires, les empreintes, j'en ai parlé, les empreintes palmaires aussi. Il y a aussi les photos de signalement, sont des données à caractère personnel qu'on ne peut pas divulguer et qu'on ne peut pas se permettre de les perdre ou bien de les faire fuiter. Il y a la base AFIS. AFIS, bon, c'est un système qui permet de faire la collecte de ces données, les empreintes et autres, et de pouvoir faire le traitement. Par exemple, quand il y a une personne qui est interpellée au niveau d'une brigade, ces empreintes sont prises par les enquêteurs et ces empreintes sont stockées dans une base de données pour pouvoir servir de données judiciaires. Parce que la personne peut demain être interpellée par la police et normalement, il doit y avoir un système qui permet, dès que la police entre ces données, de pouvoir avoir la traçabilité sur cette personne. Les données judiciaires, là, il y a les fichiers criminels, les fichiers des étrangers, parce que, comme vous le savez, le Sénégal est un pays qui accueille beaucoup d'étrangers et ces étrangers doivent être fichés. On doit pouvoir les connaître, on doit pouvoir savoir où est-ce que ces personnes logent, d'où est-ce qu'ils viennent et qu'est-ce qu'ils font du pays. Il y a aussi les données de surveillance judiciaire, les procès-verbaux, les rapports d'enquête. Et pour terminer sur ce point, il y a les communications opérationnelles, parce que comme vous le savez, souvent il y a des activités qui sont menées par les forces de défense et de sécurité où on est amené à faire des communications. Ces communications doivent être sécurisées. Donc, ce n'est pas un réseau qui est accessible à tout le monde. C'est un réseau qui est fermé, sécurisé, pour passer nos messages entre les forces de défense et de sécurité. Il y a les messages sifflés, les coordinations qui se font sur le terrain, les flux vidéo qui sont envoyés souvent au niveau des postes de commandement. Parce que quand il y a des événements qui se passent au Sénégal, au niveau de la police comme de la gendarmerie, il y a des postes de commandement qui sont mis au niveau des états-majors. Et ces postes de commandement vont faire la liaison, vont transmettre les ordres aux qui sont sur le terrain. Et pour pouvoir transmettre ces ordres, faire cette communication, il faut un canal de communication qui est sécurisé. Donc, concernant le panorama des menaces qui pèsent
sur les données de la gendarmerie. Il y a d'abord les menaces internes, les fuites de données. Ça, on peut en parler. Comme on dit toujours dans le jargon de cybersécurité, mais reste le maillon faible de la chaîne. Et à titre d'exemple, je vais juste prendre un exemple d'une cyberattaque qui a été perpétrée par les Israéliens en 2007 contre les centrifugeuses de la base Natanz. Et si je vous dis comment ils ont pu s'introduire dans le système iranien, vous allez peut-être en rire, mais c'est quelque chose qui est réel. En fait, ils ont essayé par plusieurs moyens de s'introduire dans le système. Le système était vraiment très sécurisé. Ils n'ont pas pu entrer dans le système. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec un espion, il est rentré dans le parking du site. Il a jeté quelques clés USB là-bas. C'est parti. Et quelqu'un, peut-être un serreur, il a pris la clé USB et il a mis dans une machine. Et à partir de là, il avait déjà un malware qui a été installé dans la clé USB. Et à partir de là, la machine est compromise. Et à partir de là, il commence à scanner le réseau, à essayer de trouver des failles et essayer d'escalader les systèmes de sécurité pour pouvoir vraiment s'introduire totalement dans le réseau et avoir le contrôle, et pouvoir exécuter la tâche qu'il est censé faire. Et cette tâche, c'était de saboter les centrifuges. Et ça, l'attaque a retardé de quelques années le programme nucléaire iranien. Pour vous dire que, comme je l'ai dit, l'humain est toujours le maillon faible de la chaîne de sécurité. On peut avoir des systèmes très, très robustes, mais si les personnes ne sont pas sensibilisées, si les personnes ne savent pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, donc ça reste aussi une vulnérabilité dans ce. Il y a également les accès non autorisés aux fichiers sensibles. Là aussi, même si on met en place un système qui limite les accès par rapport aux fonctions, aux grades, certains peuvent avoir aussi la manie de vouloir se donner des accès qu'ils n'ont pas, essayer de traiter des fichiers qu'ils n'ont pas censé connaître. L'utilisation de supports amovibles non sécurisés, là aussi, il faut faire très attention à ces supports amovibles. Parce que le plus souvent, il y a des malwares qui sont dedans. Et dès que vous les connectez dans votre ordinateur, il peut prendre votre machine en compte et pouvoir faire beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ce qui était réservé à des personnes qui avaient une qualification extraordinaire, aujourd'hui, avec juste une intelligence artificielle, vous pouvez créer beaucoup de choses, même des attaques cybercriminelles qui réunissaient pratiquement des groupes de spécialistes avec chacun qui gérait un domaine bien déterminé. Aujourd'hui, une intelligence artificielle comme Claude peut déployer plus de 60 agents et chaque agent a une mission bien précise et ils peuvent perpétrer des attaques qui peuvent vraiment avoir des conséquences. Donc, encore une fois, faites attention aux supports amovibles. Les erreurs de manipulation ou de configuration, ça peut arriver au niveau du traitement des données. Les vols, perte d'équipement mobile, là aussi c'est un problème. C'est pourquoi chaque fois un équipement qui est connecté à un réseau est perdu, il faut immédiatement faire le compte rendu pour que cet équipement puisse être retiré, les accès pour pouvoir s'introduire dans le réseau. Il y a aussi le partage non contrôlé sur des plateformes non sécurisées. Là aussi, ça peut se faire. Certains éléments peuvent avoir des données qui sont censées être des données confidentielles et qui se permettent de partager ces données à l'extérieur. Maintenant, de l'autre côté, nous avons les menaces externes. Ça, c'est des cyberattaques ciblées qui peuvent vraiment être très sophistiquées, qui utilisent aujourd'hui des méthodes que souvent on met du temps à comprendre ou bien à stopper. Le phishing ou l'ingénierie sociale, là, quand j'étais au niveau de la plateforme de cybercriminalité, la plupart des plaintes qu'on recevait,
c'était des personnes qui étaient victimes de cybercriminels. Le plus souvent, ils étaient des nationalités béninoises ou bien nigérians ou autres pays. Mais ils étaient très forts dans ça et ils utilisaient que l'ingénierie sociale. Ce n'était pas des attaques sophistiquées. Ils venaient, ils contactaient une personne, ils commençaient à étudier l'environnement de cette personne, de connaître ses centres d'intérêt et ils vont commencer à discuter avec la personne. Dès qu'ils mettent la personne en confiance, ils vont commencer maintenant à l'exploiter et la personne va se mettre en confiance, va communiquer avec lui, va transmettre des données. Et dès qu'ils ont cette donnée, et ils vont commencer le chantage. Mais c'est basé juste sur la duperie. C'est la naïveté de la victime qui est exploitée pour pouvoir mener cette attaque. Les ransomware contre les systèmes opérationnels, là aussi j'ai un cas. Mais bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que pour chaque infraction, on a j'ai un cas réel. Peut-être dans les débats, on pourra y revenir. Il y a aussi les interceptions de communication non chiffrées. Ça peut arriver. Par exemple, on est en train de faire une opération. Il y a des gens qui sont là qui essaient d'intercepter nos communications. Et si ces communications ne sont pas chiffrées, ils vont pouvoir lire et voir tout ce qu'on fait. Et ça pose problème. Il y a aussi les intrusions au niveau des réseaux. Ça aussi, c'est pas faisable par n'importe qui. Mais les gens qui ont les matériels, la capacité technique, ils peuvent le faire facilement. Et pour finir, la dépendance aux prestataires étrangers, ça aussi, c'est une vulnérabilité pour nous. On ne maîtrise pas la technologie, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il peut y avoir des backdoors, des logiciels intrusifs, et là, il faut les utiliser alors qu'il y a quelque chose qui s'installe derrière pour pouvoir espionner ou bien voler nos données. Donc, pour l'architecture à 5 couches, comme je l'ai dit, ça, c'est la défense en profondeur. Chaque couche protège, même si la couche qui est supérieure ou bien la couche qui est en bas a été compromise. Le chiffrement d'abord. Donc, les données doivent être chiffrées. Les données ne doivent pas être transmises de façon claire. Et que même si elles sont interceptées, il faut avoir les clés pour pouvoir lire ces données. L'accès doit être contrôlé avec les mots de passe, badge, biométrie et ce qu'on appelle l'authentification multifacteur. Et les droits aussi doivent être limités pour que un agent d'une catégorie, d'un grade, ne puisse pas accéder à des données qui sont placées à un niveau qui lui est supérieur. Et la segmentation du réseau, là aussi, c'est très important. Le réseau, par exemple, défense doit être isolé. Et nous, par exemple, nous avons l'unité de cybercriminalité qui passe pratiquement avec leur cellule renseignement qui est sur les réseaux sociaux, Facebook et autres. Donc, ils sont obligés de se connecter sur Internet. Et ces gens-là ne peuvent pas être sur le même réseau que, par exemple, le réseau de l'état-major. Pour faire cette segmentation du réseau, pour qu'eux, ils puissent faire très tranquillement leur investigation, leur renseignement, sans pouvoir compromettre le système. La détection, là aussi, avec la mise en place d'un centre opérationnel, on va pouvoir faire une veille au niveau de nos systèmes pour pouvoir détecter toutes les menaces ou bien les attaques qui pourraient être perpétrées. Et pour finir, la résilience, c'est d'avoir des sites de repli. C'est très important parce que ça permettra d'avoir un plan de continuité. Parce que aucun système n'est fiable à 100%. Donc, même si vous avez déployé toute l'architecture que vous voulez, mais vous avez mis les moyens que vous voulez, dites-vous que votre système peut être attaqué. Et là, il faut avoir un site de repli, un plan de continuation. Si vous êtes attaqué, vous pouvez pouvoir continuer vos services avec le backup qui est fait dans un autre site. C'est important. Donc, cette architecture est en train d'être mise en place. Ce n'est pas encore complet au niveau de la gendarmerie. Donc, avec l'opérationnalisation du centre des systèmes donnés, du centre de cybersécurité, on va finaliser la mise en opérationnelle. Donc, je m'avais parlé de ces 3 unités que j'ai énumérées un peu plus haut, notamment le centre de lutte contre la cybercriminalité qui est constitué de 4 cellules.
la cellule d'enseignement, la cellule forensique, qui est le plus souvent requis par les unités d'enquête, les unités territoriales, quand ils ont des enquêtes, ils ont des supports numériques à analyser, ils envoient à cette cellule. Il y a aussi une cellule développement qui fait un peu de développement de logiciels parce que, je l'ai dit, il va falloir qu'on réduise de plus en plus notre dépendance aux prestataires étrangers, pouvoir développer nos applications en interne et les utiliser en toute sécurité. Donc, à titre d'exemple, ils ont eu à faire en 2025 144 fiches et procès-verbaux contre 79 en 2024. Donc, la plupart des infractions qu'ils traitent, c'est les extorsions, les arnaques, les usurpations d'identité, les fausses nouvelles, trafic, vol de téléphone, diffamation, blanchiment. Mais retenez que la plupart des cas, c'est des cas de extorsion, de vol de données, usurpation d'identité et diffamation aussi. Aujourd'hui, avec la prolifération des vecteurs de communication instantanée, c'est très facile de faire la diffamation Internet. Également aussi, ils ont 3 antennes régionaux, un à Saint-Louis, un à Kaolack et un à Tamba. Et on va progressivement occuper les régions du Sénégal. Après cela, il y a le centre des systèmes d'information. Il y a pour mission officielle de mettre en place des stratégies et des politiques de systèmes d'information, conduire les projets informatiques au niveau de la gendarmerie nationale, de gérer les réseaux de la gendarmerie, également aussi de veiller à la disponibilité des équipements qui sont en dotation au niveau de la gendarmerie et pour finir, de former le personnel. Donc, il est composé de 4 bureaux, un bureau de commandement et administration, un bureau réseau télécom, maintenance informatique, un bureau transmission et maintenance radio et un bureau de développement, administration des systèmes. Et enfin, le centre de cybersécurité de la gendarmerie qui est en train d'être opérationnalisé. Donc, il va être constitué de façon globale de ces 3 entités, le SOC, le CISET et le bureau d'intelligence numérique va être le socle de la cyberdéfense au niveau de la gendarmerie. Et également, le centre va être interconnecté avec la division du chiffre et des systèmes d'information qui est logé au niveau de la présidence de la République, qui en son sein a déjà un cadre de coordination pour gérer tout ce qui est attaque. Parce que s'il y a des attaques qui se perpètrent au niveau du Sénégal, c'est eux qui sont chargés d'abord de faire la coordination avec tous les CISERT qui existent. Par exemple, ils vont contacter le CISERT de la police, de la gendarmerie, de toutes les administrations pour pouvoir coordonner les efforts pour essayer de conjuguer, de remédier à cette attaque. Et une fois cette attaque remédiée, ils vont faire un retour d'expérience pour voir là où on a péché et quelles sont les recommandations qu'il faudra appliquer dans le futur pour éviter ces genres de cyberattaques. Voilà, pour les défis spécifiques au contexte sénégalais, nous avons la dépendance technologique prestataires étrangers. Ça, c'est un problématique. Je l'ai signalé tout à l'heure. Donc, nous utilisons des matériaux dont nous ne concevons pas et nous ne savons pas ce qu'il y a derrière ces matériaux. D'où l'importance de pouvoir, dans le futur, essayer d'avoir cette souveraineté, de pouvoir concevoir nous-mêmes nos applications, nos logiciels. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Les équipements réseau et logiciels non souverains, là aussi, c'est un problème. Les risques de backdoor, j'en ai parlé tout à l'heure. La coopération judiciaire qui peut être potentiellement intrusive. De l'autre côté, nous avons un problème de maturité cyber. Tout à l'heure, avec les spécialistes, on a parlé. On n'a pas encore tous les spécialistes qu'on a besoin au niveau de la gendarmerie. On est en train de former certains, mais on est toujours confronté à la pression sur les rotations de talents. Ça, c'est un problème. En 2016, on a eu à mettre en place
le centre de lutte contre la cybercriminalité. On avait recruté des gendarmes, c'était des ingénieurs, on les a formés, mais malheureusement, beaucoup sont partis parce que on n'arrive pas à les fidéliser au niveau de la gendarmerie ou de la police. Bon, c'est un problème qui est actuellement en train d'être corrigé. Nous sommes en train de mettre en place des moyens de contournement pour pouvoir fidéliser ce personnel, mais ce n'est pas facile parce que ces gens-là ont eu des formations techniques et ils sont très, très demandés par le secteur privé qui va offrir des contrats vraiment qui sont difficilement, qu'on peut difficilement refuser. Mais bon, il y a toujours des moyens de retenir ces gens au niveau de nos institutions. Il y a aussi la formation des unités territoriales, parce que comme je l'ai dit, la cybersécurité, c'est un ensemble. Le professeur Paulel l'a signalé, ce n'est pas seulement les techniciens qui doivent parler cyber. Tout le monde doit en faire son problème. Et au niveau de nos unités territoriales, souvent, nous avons une formation qui est limitée, nos éléments, ce qui peut exposer nos données. Les infrastructures qui sont hétérogènes, là aussi, c'est un problème. On avait des systèmes qui sont devenus aujourd'hui, je peux dire, obsolètes. On est en train de mettre en place des systèmes modernes, mais la coexistence de ces deux systèmes peuvent être des vulnérabilités que nous sommes en train de corriger. Les mises à jour aussi des équipements, souvent ça pose problème parce qu'avec au niveau de l'administration, ce n'est pas facile d'avoir cette continuité. On peut acquérir un équipement et après, on a des difficultés pour pouvoir faire les mises à jour parce que c'est des équipements qui coûtent cher et les licences qu'on nous donne chaque année, il faudra chaque fois faire ce renouvellement et des fois, ce n'est pas faisable. La couverture réseau qui est inégale entre Dakar et les zones rurales, ça aussi, c'est un problème. Et pour finir avec ce point, le cloud souverain en constitution, parce qu'il y a le Sénégal numérique, ex-ADIE, qui est en train de mettre en place un peu cette architecture qui est en constitution, qui n'est pas encore finalisée et qui va nous permettre de nous appuyer cloud souverain pour pouvoir stocker nos données. Toujours dans la souveraineté numérique, qui doit être un enjeu stratégique pour les forces de défense et de sécurité. La dépendance aux prestataires étrangers, j'en ai parlé. Les risques non autorisés d'accès aux données par les tiers étrangers. Ça aussi, il va falloir qu'on acquiert cette souveraineté numérique pour pouvoir se prémunir de ces risques. Donc, le cloud souverain, j'en ai parlé. L'autonomie sur les équipements critiques, là aussi, tant qu'on n'a pas cette même les équipements que nous avons toujours des vulnérabilités. C'est de combler. Le cadre juridique, là aussi, très important parce que je pense que c'est l'objet de la prochaine diapositive et je pense que c'est, voilà. S'il faut retenir quelque chose de la présentation, je pense que c'est cette diapositive. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce que j'appelle, bon, ce n'est pas un dilemme, mais un enjeu, c'est comment on va concilier le besoin d'avoir cette efficacité opérationnelle tout en protégeant les données, la vie privée de nos concitoyens. Ça, c'est tout l'enjeu de cette présentation. D'un côté, nous avons les obligations du praticien. On a l'obligation de faire un traitement justifié de ces données, des données que nous recevons. Le traitement doit être justifié. On ne peut pas venir aujourd'hui, par exemple, une personne qui est interpellée, personne qui est interpellée pour une infraction n'a rien à voir avec le numérique. Et on prend son téléphone pour l'exploiter. On n'a pas besoin d'exploiter son téléphone parce qu'on a toutes les informations dont on a besoin de la personne. Donc, il va falloir
qu'on puisse justifier le traitement des données à caractère personnel. Mais également aussi la conservation. La conservation de ces données doit aussi être. On ne peut pas conserver indéfiniment ces données à caractère personnel. Il va falloir définir un temps au-delà duquel ces données doivent être détruites. Mais malheureusement, ça, c'est le dilemme parce que on veut conserver ces données, on veut faire tout pour respecter la vie privée des citoyens, mais de l'autre côté aussi, nous avons la justice talonne qui fait des réquisitions, qui nous demande de faire des enquêtes, d'identifier des personnes, de trouver des auteurs. Et si on supprime toutes ces données, on n'a pas de base de travail. Donc maintenant, il va falloir trouver un équilibre entre le traitement qu'on va faire de ces données, mais tout en respectant la vie privée des citoyens. L'accès aussi doit être régulé, le besoin d'en connaître, ça c'est important. Par exemple, un agent n'a pas certaine habilitation, ne peut pas se permettre de se lever et aller, par exemple, sur le fichier, par exemple, d'une personnalité ou bien où le dossier est confidentiel. Le dossier est confidentiel et le traitement est réservé à une catégorie de personnes. Donc, tout agent qui est en deçà de cette catégorie ne peut pas traiter ce dossier. Ça, il va falloir être très, très formel là-dessus et mettre en place des garde-fous, des limites que ces abus ne puissent pas se produire. La communication inter-FDS, là aussi, ça peut poser un problème que la police comme la gendarmerie, on est appelé dans le cadre de nos activités de pouvoir communiquer souvent des données. Et là, il va falloir que pendant cette communication, que la donnée puisse être sécurisée d'un côté comme de l'autre, qu'il n'y ait pas une coupure de cette sécurisation qui peut amener à la compromission de ces données. Également, le transfert international, ça peut arriver avec Interpol ou bien les Afripol aussi. On peut être amené à collaborer avec d'autres forces de gendarmerie ou de police étrangère où on est amené à communiquer des données. Mais là, je pense que la loi est très claire à ce niveau. Il faut une autorisation de la CDP pour pouvoir faire cette communication internationale, je veux dire. Maintenant, les points de friction qui sont qu'on a, c'est les bases biométriques. Comme je l'ai dit, AFIX, c'est une base de données qui doit conserver des données que nous traitons. Et ces données doivent être accessibles. Et pour le moment, on n'a pas défini de durée de conservation de ces données, mais la loi nous impose un délai à laquelle on doit vraiment purger ces données. Et ça peut poser des problèmes dans le futur. Donc, je pense que le professeur Nian après va revenir en détail sur cette régulation qui doit être faite à ce niveau. Les réquisitions judiciaires aussi qui arrivent chaque fois où on nous demande, par exemple, on peut arrêter 10 ans après, on nous demande des renseignements sur une personne qui a été arrêtée, interpellée quelque part. Et là, si on n'a pas ces données en main, on va répondre à ces réquisitions. Les échanges, j'en ai parlé. On a aussi le cloud souverain qui n'est pas souverain. Aujourd'hui, notre architecture n'est pas totalement en main. Donc, nous avons des prestataires étrangers qui peuvent, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On essaie d'avoir des fuites, d'essayer d'avoir un système qui est sécurisé, mais on a toujours cette dépendance vis-à-vis des prestataires extérieurs, peut être aussi des points de vulnérabilité. La rétention prolongée, là aussi, c'est un débat. Après, on verra comment concilier cet enjeu-là. Donc, pour la doctrine cyber cohérente pour la gendarmerie, nous allons déjà miser sur la formalisation d'une politique de sécurité. Il faut qu'on ait une politique de sécurité qui est applicable et qui est déclinée même la politique de sécurité nationale qui a été déjà faite. Nous devons décliner notre politique de sécurité par rapport à cette politique de sécurité qui a été et on pouvoir l'appliquer au niveau de notre. La classification des données aussi, c'est important. Les chartes d'utilisation des équipements, là aussi, c'est très important. Il va falloir que tous les équipements qu'on ait
qu'on puisse avoir un cadre pour les utiliser. Les procédures normalisées après, de gestion des incidents, l'alignement sur les standards. Il y a des standards internationaux et on doit pouvoir s'aligner sur ces standards pour pouvoir vraiment avoir un système sécurisé. La conformité avec la loi de 2008-12. Pour les investissements, nous allons continuer de moderniser l'infrastructure du centre des systèmes d'information, opérationnaliser le centre des systèmes d'information, renforcer le centre de lutte contre la cybercriminalité, notamment en potentiel forensique, mais aussi intelligence artificielle. Les programmes de formation certifiante, notamment CISP et CISM, là, c'est des formations importantes pour les personnels. La coopération au niveau de l'Afrique avec Afripol, on doit pouvoir rejoindre le réseau FOSS, qui est un cercle mondial, mutualiser nos capacités avec les autres forces de défense et de sécurité, mais également aussi trouver des partenaires bilatéraux pour les formations, mais également aussi pour des équipements. Donc, à court terme, il va falloir auditer le système existant, de cartographier l'ensemble des systèmes d'information et d'identifier les vulnérabilités, de déployer le système de authentification multifacteur sur l'ensemble des systèmes d'accès. Ça ne sert à rien de sécuriser le système central et que les autres systèmes ne sont pas sécurisés. De lancer l'opérationnalisation du centre, ça j'en ai parlé, d'activer le CSOT, d'adopter une architecture Zero Trust, là aussi, c'est dans le moyen terme, et de migrer toutes les données dans le cloud qui est géré en local. Et à long terme, il s'agira d'atteindre cette autonomie, avoir des équipements vraiment qui sont des équipements nationaux, d'intégrer l'intelligence artificielle, mais également aussi l'analyse des comportements au niveau de la veille sur les systèmes. Ça, c'est important, c'est pouvoir analyser le comportement d'un utilisateur pour pouvoir anticiper sur la menace. Et pour finir, de contribuer à un cadre africain de cyberdéfense militaire partagé. Donc, en conclusion, la sécurisation technique des données de la gendarmerie n'est pas une option, c'est un impératif stratégique. La défense en profondeur, c'est le modèle de référence. Nous nous appuyons sur les trois structures que j'ai mentionnées dans la présentation, la souveraineté numérique est la condition pour l'autonomie opérationnelle. L'humain reste le maillon faible, ça j'en ai parlé aujourd'hui vraiment assez. Et on va tendre vers une doctrine cyber cohérente alignée sur les standards internationaux. Donc c'est ce qui m'est fait à la présentation. Je reste à votre disposition pour les questions-réponses, mais également pour les questions.